parce que j'ai vraiment pas très envie de sortir tous mes livres parce que il y en a quand même beaucoup. En fait, vous voyez pas, mais cette étagère elle est beaucoup plus haute. Et de toute façon, on va pas toucher celle-ci parce que c'est les mangas principalement de mon compagnon. Donc, c'est hyper bien rangé parce qu'il est très ordonné. C'est pas du tout mon cas. Donc là, j'ai sorti énormément de piles de livres qui sont à mes pieds et qui étaient en fait entassées les unes par-dessus les autres. Vous voyez en hauteur, enfin c'était n'importe quoi. Cette étagère là, elle était au bord de la rupture. Enfin c'était bon. C'est bien maintenant que je suis lancée. Je vais donc pas tout sortir. J'ai sélectionné quelques livres dont j'ai envie de vous parler parce que je les aime beaucoup. Et les autres, je vais les mettre en 3 tas. Ceux que je garde et que j'essaye de rentrer tant bien que mal dans la bibliothèque. Et ceux que je vais donner dans les boîtes à livres qui sont en bas de la rue. Oh, pardon pour ce bruit. Donc, je sais jamais trop quoi faire de mes livres en fait parce que j'en achète beaucoup trop et j'en achète énormément que je ne lis pas. Il y a peut-être un tiers de ma bibliothèque, voire plus, je sais pas exactement, que j'ai jamais lu. Et c'est quand même un problème parce que les livres ça coûte très cher et que c'est quand même c'est pas du tout raisonnable écologiquement parlant d'acheter des livres et de pas les lire. Je crois qu'en France, toutes les je vais dire un chiffre dont je me rappelle plus, donc je vais éviter au lieu de dire des bêtises. Alors, je vais faire un tout petit peu d'organisation et je vous reviens. Ok. Alors, à ma droite, j'ai une pile de livres dont j'aimerais vous parler. Et tout autour de moi, dans une espèce d'océan de pages, j'ai des livres que je dois trier. Commençons par les livres dont j'ai envie de vous parler un peu. C'est pas forcément des livres qui se ressemblent. C'est pas forcément... Enfin, ils sont un peu tous le point commun d'être énormes. Parce que j'aime bien les gros livres. Et il y a un peu de tous les styles et de tous les genres, donc ça vaut le coup de jeter un œil si vous êtes un peu bibliophile. Ce bouquin là, celui-là c'est donc Les Illusions perdues de Balzac. C'est un livre qui me tient à cœur pour 2 raisons. Déjà, c'était mon ouvrage d'études de d'Hippocagne. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la prépa en vrai? Une vidéo un peu témoignage pour les personnes qui sauraient pas comment s'orienter après le bac, ou juste pour les gens curieux qui ont envie de voir à quoi ça ressemble la vie en prépa. Dites-moi si ça vous intéresse, moi je serais hyper heureuse de la faire parce que c'est encore un milieu auquel je suis très attachée. Donc Les Illusions perdues de Balzac font partie d'un immense ensemble d'ouvrages intitulé La Comédie humaine et qui est un chef-d'œuvre incroyable. Balzac c'est pas seulement un auteur, c'est aussi quasiment un anthropologue en fait. Ce qu'il a fait, c'est il a créé un univers avec tellement de personnages qui reviennent d'un livre à l'autre, et c'est la première fois dans l'histoire de la littérature qu'on a des personnages qui sont pérennes, qui reviennent d'un bouquin à l'autre. Et c'est extrêmement touchant. Les Illusions perdues, particulièrement c'est marrant de faire bosser ça à des élèves de prépa parce que la prépa c'est un peu la perte des illusions hein, en plein de points. C'est l'histoire, juste être sûr de ce que je dis parce que ça fait 4 ans, 3 ans, ça fait 3 ans. C'est l'histoire de Lucien, un jeune provincial qui a envie de réussir à Paris en tant que
et il va passer par de tels hauts et de tels bas dans sa carrière littéraire. Et la suite des illusions perdues s'appelle Splendeur et misère des courtisanes, et c'est un bouquin qui est presque encore plus long je crois, et qui parle de la carrière et de l'ascension de Lucien. C'est un bouquin qu'il faut lire parce que Balzac il écrit. Balzac a pas son pareil dans la littérature française. Je sais qu'il y a tout un débat intellectuel autour de Balzac. Moi je suis une immense dévouée. Je trouve que ce qu'il fait, je trouve qu'il écrit de l'or en fait et que c'est extraordinaire. Et voilà, bref, lisez Balzac. Bon, je sais pas ce que je m'étais arrêtée, mais on m'a demandé de time out pour démarrer un PC. Donc voilà, les illusions perdues, je ne serai assez chaudement à vous recommander ce bouquin. Ensuite, dans la même vibe des littératures classiques, Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est pas compliqué, ça a été pendant des années mon bouquin préféré all time. C'est l'histoire d'Elizabeth Bennet et de ses 4 sœurs et de toutes les manigances de leur mère pour les marier. C'est aussi une histoire d'amour qui commence très mal entre deux personnes qui se détestent au premier abord et qui vont finir très lentement par s'apprivoiser. Et moi je l'adore. J'avais commencé d'ailleurs pour l'anecdote, j'avais commencé à vous le lire dans une vidéo ASMR qui ne sortira jamais parce que c'est très mal passé, parce qu'il y avait beaucoup de bruit de la route et que c'était ma toute première vidéo, c'était ma première tentative de vidéo. Et voilà, j'avais pas encore le truc quoi. Mais je sais pas si je le relirai un jour parce que c'est quand même une lecture assez, enfin à voix haute, je trouve ça assez compliqué. Mais j'adore ce bouquin, je le trouve très moderne, très moderne. De toute façon, Jane Austen c'est une autrice extrêmement moderne pour son époque. En quelle année il est sorti le bouquin exactement, je suis pas sûre. Attends, ça doit être écrit là. En janvier 1813, publication d'Orgueil et préjugés. Voilà, édité en 1813 et c'est franchement c'est un truc de fou quoi. Ça pourrait vraiment être ça pourrait être réadapté aujourd'hui dans une série Netflix à succès quoi. C'est vraiment hyper plein de petits rebondissements. Dans un tout autre genre, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, encore une belle brique. Ça je sais vraiment pas comment vous le décrire parce que ça c'est un bouquin fabuleux qui n'a aucun sens parce que Haruki Murakami c'est un peu le roi du... Comment dire, les auteurs japonais ont une approche très différente de la nôtre, de tout, parce que c'est une culture très différente. Mais Murakami, il a vraiment fait cette différence de culture, son langage en fait, tout en s'adressant aussi notamment à des lecteurs occidentaux. C'est génial, c'est extraordinaire, c'est comme en fait pour moi, Kafka sur le rivage, c'est un Alice au pays des merveilles, mais sans le côté fantastique, avec juste le côté hallucinatoire et délirant. Et je sais pas, je vais vous lire la 4e couverture. Kafka Tamura, 15 ans, s'enfuit de sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père a prononcée contre lui. De l'autre côté de l'archipel, Nakata, un vieil homme amnésique, décide lui aussi de prendre la route. Leurs deux destinées s'entremêlent pour devenir le miroir l'une de l'autre, tandis que sur leur chemin, la réalité bruisse d'un murmure enchanteur. Les forêts se peuplent de soldats échappés de la dernière guerre, les poissons tombent du ciel et les prostituées se mettent à lire Hegel. Conte initiatique du XXIe siècle, Kafka sur le rivage nous plonge dans une odyssée moderne et onirique au cœur du Japon contemporain. C'est cruel, beau, cru. Haruki Murakami nous entraîne dans des contrées sauvages jamais fouillées par âme humaine,
Il est vraiment très très bon. Là j'ai un bouquin de mon enfance, vraiment enfin de mon enfance, de mon tout début d'adolescence. Je pense que j'ai découvert ce bouquin quand j'avais 13 ans. C'est un bouquin de Malika Ferdiuk qui s'intitule 4 sœurs. Il est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Comme les 3 mousquetaires étaient 4, les 4 sœurs Verlaine sont 5. Vertelaine, pardon, pas Verlaine, Vertelaine. Il y a les plus jeunes, celles qui, chacune, donnent son titre à une partie de ce livre. Enid, 9 ans, se dévoue à la protection des pensionnaires du grand sycomore du jardin. Blitz l'écureuil et Swift la chauve-souris et dialogue à l'occasion avec son ami gnome de la chasse d'eau. Hortense a 11 ans, passe le plus clair de son temps à lire, à tenir son journal et à se demander ce qu'elle veut faire comme métier. Architecte, chirurgienne. Bettina, 14 ans, fait sa pêcheuse dans la salle de bain, se joute aux 218 épisodes du feuilleton Cooper Lane, copine avec Denise et Peoteki, et enquiquine le reste du monde. Geneviève, 16 ans, prend des cours de boxe taille et soufflant, tandis que les autres la croient occupée à babysitter. Mais il y a aussi Charlie, l'aîné, 23 ans, qui s'occupe de tout. Bricoler, cuisiner, travailler dans un labo, aimer Basile, tirer le diable par la queue et tenter d'élever ses cadettes depuis la mort des parents. Tout ce petit monde habite la ville Hervé, une grande maison au bout de la lande, au bord de la falaise, pleine de recoins, de mystères, d'hôtes de passage et des pannes de Madame Chaudière. Il essaye de vivre, ça marche, il essaie d'aimer, pof pof, il essaie d'affronter les épreuves, tout est toujours à recommencer, il essaie d'en rire, à tous les coups on gagne. 7 ans de réflexion après leur première sortie et le plébiscite de quelques centaines de milliers de lecteurs, revoici les 4 sœurs dans un habit neuf taillé sur mesure. C'est un livre, moi je recommande de le lire à chaque âge indiqué comme étant l'âge des différentes sœurs, donc à 9 ans, à 11 ans, à 14 ans, à 16 ans et à 23 ans, parce que il est très très beau, il est extrêmement touchant. Elles ont perdu leurs parents, donc déjà il y a un côté un petit peu larmoyant, mais pas forcé, c'est très poétique, c'est vraiment un livre magnifique et on apprend beaucoup sur la vie, je trouve. En tout cas moi c'est un livre qui m'a beaucoup appris sur la vie et je l'adore. Je ne saurais que trop vous le recommander. Ensuite là on a mon polar préféré de tous les temps, dans un tout autre registre. Bangkok Psycho de John Burdett. Alors bon courage pour le trouver parce qu'il est plus édité, mais moi c'est vraiment mon polar préféré. En fait j'allais dire, je t'aurais pas expliqué pourquoi, mais j'ai quand même essayé parce que c'est le but de la vidéo, vous me direz, mais
officiellement le pays. Mais ce bouquin, je trouve que c'est une belle plongée dans la pensée thaïlandaise, parce qu'on suit du coup on suit Sanjay qui est commissaire de police, mais qui est aussi proxénète, parce que en Thaïlande la prostitution n'a pas du tout le même tabou qu'ici, la même signification non plus. Et la femme qui a été assassinée, qui est donc une ancienne prostituée, c'est aussi une femme avec d'incroyables pouvoirs psychiques qui bouleverse le lecteur. Et tout. Mais par contre, il faut quand même que je. Enfin, petit trigger warning, c'est quand même un policier très cru, très sexuel. Voilà. Enfin, ça dérange pas tout le lecteur, moi je sais que ça ne dérange pas. Mais faut le savoir quand même, c'est pas un bouquin que je mettrai dans toutes les mains. Le cœur des louves de Stéphane Servant. C'est un bouquin que j'ai reçu à Noël et je l'ai pas lu pendant quelques mois. Et un jour je suis retombée dessus et c'est devenu un de mes livres préférés de tous les temps. Il est extraordinaire. Célia est arrivée seule à la fin de l'été. Livrée à elle-même dans la vieille maison, elle attend sa mère. Le village est toujours pareil, perdu au fond de la vallée avec ses montagnes couvertes de forêts et son lac noir. Leur retour réveille de vieilles histoires, celle d'une grand-mère à la réputation sulfureuse, car ici, tout le monde se connaît depuis toujours. On s'aime trop ou on se hait, et ce sont les hommes qui font la loi par la force s'il le faut. Pour découvrir ce qui se cache sous la surface des choses, elle devra se tailler un chemin entre mensonges et superstition, et se faire louve pour ne pas être proie. Je ne saurais absolument pas comment vous décrire ce bouquin, parce que c'est indescriptible. Moi il m'a fascinée, mais c'est vraiment l'histoire d'une femme qui retourne habiter dans le village de sa grand-mère et qui affronte la puissance des hontes intergénérationnelles, des fardeaux intergénérationnels. C'est très très beau en fait, c'est très très beau, on se mélange entre... Des fois on sait plus exactement qui parle, c'est la grand-mère aussi la petite fille. Enfin moi j'adorais ce bouquin vraiment, c'est un bouquin très très féministe et très très puissant. Derrière les portes closes de Stéphane Hors, Mes aventures en Iran, c'est un bouquin d'anthropologie, d'anthropologie et de journalisme. Et c'est vraiment un bouquin passionnant, magnifique, pour voir comment ça se passe vraiment en Iran. Alors c'est un bouquin qui a été écrit avant les récents événements, donc c'est un journal de voyage. Écoutez, officiellement c'est interdit. Pourtant, pendant 2 mois, au printemps 2014, Stéphane Hors, jeune journaliste au Spiegel Online, a parcouru près de 9000 km en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz à Mashhad ou Ispahan, délaissant des hôtels pour dormir chez l'habitant. Derrière les portes closes, le voile tombe et de ce périple très émotionnel dans la vie quotidienne et l'histoire des Iraniens entre une jeune dominatrice SM, une bikini partie dans une ville ultra religieuse et les marques indélébiles laissées par la guerre Iran-Irak. Il a ramené ce livre plein d'humour et d'informations qui tient à la fois du récit de voyage, du guide underground et du reportage sur une société, l'une des plus jeunes au monde, en train de basculer dans la modernité. Si vous aimez les récits de voyage comme moi, je vous recommande chaudement celui-ci. Moi j'en ai pas mal en fait. Toute cette partie de ma bibliothèque là, c'est des bouquins géographiques, à peu près jusqu'à là. Soit que ce soit de la géo ultra académique, comme ça, des atlas, soit des récits de voyage, comme ce livre de Alessandra David-Néel, qui est une personne que j'admire tellement fort, qui est la première européenne à avoir mis les pieds au Tibet, et notamment à Lhasa. Extraordinaire, aventurière et exploratrice. En fait, tu m'énerves parce que je parle trop et je suis vraiment loin d'avoir fini mon tri. Il est déjà hyper tard. Donc, quand ce livre à vous présenter,
c'est un livre qui est d'une très très grande maestria littéraire en fait. C'est un livre extraordinaire qui s'appelle donc Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce qu'elle est un peu nulle. Enfin, pour moi, elle rend pas hommage au bouquin. Mais en fait, c'est à la fois un polar et un roman d'espionnage. On fait que voyager dans ce bouquin. On n'est jamais au même endroit. On part en Arabie Saoudite, en Syrie, aux États-Unis. Si vous aimez les polars, que vous aimez les histoires d'espionnage, de complot pour déjouer des crimes contre l'humanité, et si vous aimez les histoires de gars qui changent d'identité, qui essaient d'oublier leur passé, et aussi les histoires de conflits religieux, bref, c'est vraiment un très 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 bon bouquin que je vous recommande. Je l'ai adoré, je l'ai lu tellement de fois ce soir. Regardez le pauvre, il est défoncé. Et le dernier livre que je vais donc vous présenter ce soir, c'est encore un polar, et c'est un polar historique de Fabiano Massimi qui s'intitule L'Ange de Munich. C'est bon, je vais vous lire la quatrième de couverture, mais petit trigger warning, ça parle de nazis. Munich 1931. Angela Robal, 23 ans, est retrouvée morte dans un appartement de Prinzenplatz, pardon, je parle pas du tout allemand. À côté de son corps inerte, un pistolet. Tout indique un suicide et pousse à classer l'affaire. Sauf qu'Angela n'est pas n'importe qui. Son oncle et tuteur légal avec lequel elle vivait est le leader du Parti national-socialiste des travailleurs, Adolf Hitler. Entre peur du scandale, pression politique et secrets sulfureux, cet événement, s'il éclatait au grand jour, pourrait mettre un terme à la carrière de Hitler en pleine ascension et faire du commissaire Sauer, en charge de l'enquête, un témoin très gênant. Dans une république de Weimar moribonde, secouée par les présages de la tragédie nazie, Fabiano Massimi déploie un roman fascinant, fondé sur une histoire vraie et méconnue, mêlant documents d'archives et fiction, avec un brio comparable à celui d'un Philippe Kerr. Je vais pas trop en parler plus que ça parce que je sais pas à quel point les mots le nom du gars et le nom de son parti sont tolérés sur YouTube, parce que je sais que, et à raison, c'est des sujets qui sont fortement surveillés. Mais voilà, c'est un très très bon bouquin si vous aimez autant l'histoire que moi. Les polars historiques, il y en a beaucoup, mais il y en a pas tant qui sont exceptionnels, je trouve, en tout cas de ceux que j'ai lus, et celui-là il est vraiment très très bien. Donc pareil, procurez-le vous si ça vous intéresse et vous allez découvrir quelque chose d'assez fascinant. Bon. Je suis démoralisée de tout le taf qui me reste là. En plus, il n'y a aucun bouquin que j'ai envie de donner parce que je déteste me débarrasser de livres, mais il le faut. Ça, je sais même pas si c'est à moi ou si c'est à mon beau-père. Je sais pas si c'est le mien. En fait, c'est un Franck Tilliez. Franck Tilliez, j'en ai beaucoup parce qu'on l'aime bien avec mon beau-père, même si aujourd'hui j'ai tendance à être un peu plus critique. Mais dans le fond, quand même, on aime bien et du coup, on en a pas mal. Mais je sais pas lesquels sont à moi, lesquels sont à lui. Et c'est un peu un problème parce que j'en ai beaucoup trop. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de remplir l'étagère derrière et tout ce qui dépasse, et bah, j'envisagerai. Alors, j'ai dû